Commencer l'enregistrement. Vous aimez bien que les cours soient enregistrés, au fait, ça vous sert? D'accord. Bien. Alors, vous avez les cours enregistrés. Vous pouvez les revoir tranquillement. Mais il y a certains qui se demandent ce que c'est que la peinture là. Hein. Je vous le dirai un jour. C'est Craig Hanna, c'est un peintre actuel, c'est un de mes peintres préférés. J'y pense parce que je vois que c'est des peintures apparentes. Là, vous êtes dans mon bureau, hein, d'accord? Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez aussi le document, vous le relisez, surtout que là, il va y avoir plein de graphiques, et je vous demande de pouvoir utiliser au moins 4 couleurs. On est bien d'accord? Le noir, je ne vous demande pas pour aujourd'hui, je ne vous prends pas en traite, mais ça vaut 1,25 € à Carrefour, à Monoprix, à Cora, ce que vous voulez, tous les supermarchés que vous voulez, d'accord? Y compris dans votre supermarché des coins. Un crayon stylo bille ordinaire, hein, le plus ordinaire qui soit. Bleu, rouge, vert, noir. On est bien d'accord? J'en ai besoin. J'ai besoin aussi de surligneurs, au moins 3 couleurs. L'appareil, ça coûte 1 €. Je sais, je coûte cher. Vous en avez pour 2,25 € de budget, c'est-à-dire 1/5 d'un paquet de cigarettes pour ceux qui fument. Oh, le drame. Et si vous êtes malin, vous pouvez le demander à vos parents, ou à votre frère, ou à ce que vous voulez, un ami, il vous en prêtera bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un crayon neuf. Ça peut marcher aussi avec des crayons d'occasion. Donc, vous allez voir des codes couleurs. C'est très important pour bien comprendre l'analyse des données, les stats, la notion de population, d'échantillon, de ce qui est calculé, de ce qui est observé, de ce qui est estimation, estimateur, et tout, etc. On va aborder tout ça, mais dans la joie et la bonne humeur. Vous allez voir, de façon très simple, sans phrase docte, et justement grâce à des schémas. Vous vous souvenez de l'importance des types de variables. Donc, on va être confronté à différentes situations. En gros, 2 grosses situations. On verra qu'il y en a une troisième, mais qui peut être accrochée soit à l'une, soit à l'autre. La troisième, je vous le dis tout de suite, c'est les ordinales. La grosse situation, ça va être les qualitatives et les quantitatives. Donc, il va y avoir quali-quanti. D'accord? Je vais faire des tableaux extrêmement synthétiques de résumé à la fin sur l'analyse bivariée. Mais vous allez devoir vous taper l'analyse bivariée et multivariée. Mais vous allez voir qu'en 24 heures, vous allez en apprendre 10 ou 15 fois plus que dans des séances de maths et de stats réunies sur les 2 dernières années que vous avez vues. J'ai même certains de mes auditeurs qui me disent sur YouTube qu'ils apprennent plus en 10 minutes qu'en 6 mois de cours. C'est le but du jeu, c'est-à-dire perdre le moins de temps possible sur l'apprentissage des données complexes grâce à une formulation précise des choses. Vous avez compris que je suis assez ordonné et assez rigoureux, et une formulation faite avec des couleurs. Ça, c'était l'intro. On y passe. Donc aujourd'hui, j'aimerais, entre autres, c'est pas le seul sujet, vous voyez, tous les trucs que j'avais prévus, hein, tous les diaporamas, j'avais prévu de vous faire un rappel sur... peut-être que je partage l'écran, d'accord? Partager l'application ou l'écran, on va partager l'écran ou l'application? L'application, ça sera en plein écran. Donc là, je vais prendre cette application-là. Donc il va être d'accord normalement. Off, partager. Donc c'est parti pour cette application-là qui va vous parler de quoi? Eh bien, du calcul des paramètres statistiques et de leur estimation. Calcul des paramètres statistiques et de leur estimation. Oh, on ne va pas faire un truc exhaustif, hein. Vous savez que je vais vous rappeler d'abord ce que c'est que la notion de population et d'échantillon, que vous allez avoir ce diaporama bande de vénards sous les yeux dans quelques instants, c'est-à-dire à la fin du cours directement, et que vous allez pouvoir vous en servir tout le temps. Donc, quelques rappels et précisions préalables. La notion de population, sans la détailler, puisque vous allez avoir ce petit diaporama, concerne, vous le savez, un ensemble d'individus qui sont étudiés relativement à une propriété donnée. On ne va pas s'intéresser à l'ensemble des Français ou des résidents en Europe, on va s'intéresser à l'ensemble des personnes atteintes d'une maladie N, par exemple. Okay, et puis, dans ces personnes, on va voir quelles sont celles qui vont être guéries grâce à un médicament ou celles qui vont
être guéri grâce à un autre traitement qu'un traitement chimique. Allons donc savoir. Mais bon, on peut s'intéresser aussi à une population générale, les Français, et l'apparition d'un caractère. Par exemple, malade, non malade. Donc, la population étudiée est plus ou moins précise. Elle peut être caractérisée à l'aide de paramètres exacts, une variable aléatoire continue, ça on va voir lesquels, et puis deux notions à savoir. Il y a toujours une qualitative qui est planquée derrière une population, il y a toujours une variable qualitative qui est planquée derrière une population. Donc, cette variable qualitative va avoir des modalités d'expression et en général, on dichotomise, c'est-à-dire on s'intéresse à l'apparition d'un des caractères ou la non-apparition d'un des caractères. Je donne un exemple. Dans une population de boules, je tire les boules de couleur et je m'intéresse à l'apparition des boules blanches. Bah, si je tire rouge, on n'est pas blanc. Si je tire vert, on n'est pas blanc. D'accord? Donc, du coup, on va s'intéresser à blanc et autres couleurs. D'accord? Donc, il y aura B et B bar. Vous avez pigé? Il y a toujours une qualitative sous-jacente. La population, elle n'est pas figée dans le temps. D'accord? C'est-à-dire que ça évolue. Si vous regardez la population française au début du XXe siècle, ce n'est pas la population française de notre époque. Et j'allais dire tant mieux, parce qu'on a fait des progrès notamment éthiques, notamment humanistes, et on ne vit pas dans la même société un peu étriquée que celle du début du XXe siècle. Heureusement, j'aurais été un peu malheureux moi au début du XXe siècle. Je suis plus intéressé vers l'aspect évolutif de notre population française. Et moi, je dis souvent, la France, c'est un concept. Donc, vous voyez, dans le temps, les choses vont être différentes. Si vous regardez, j'allais dire, le moral d'une population, là aussi, il évolue en fonction de ce contexte. Vous ne pouvez pas comparer le moral des personnes vivant en Europe en 2021 ou 2020 avec celui des personnes vivant en 2018 ou 2019. Vous savez bien ce qui nous est arrivé. On en a pris un coup dans la figure. Donc, ça va avoir des répercussions sur tout. Donc, l'aspect temporel intervient. D'ailleurs, ça me fait dire que dans tout ce dont on va parler, on essaiera, dans la mesure du possible, de quand même faire une petite place à ce que j'appelle les courbes temporelles, c'est-à-dire toutes les statistiques associées avec une variable qui s'appelle le temps. Et ça, ces statistiques sont souvent oubliées, y compris en biologie, et c'est un grand dommage. Et dès le premier défi que je vous ai donné, on verra que nous aurons, je ne vous demande pas de le trouver ça, mais à travailler sur des séries temporelles. Et puis nous avons les courbes de survie. Alors les courbes de survie, c'est encore un autre pan des statistiques qui peuvent inclure à la fois du descriptif et à la fois de l'inférentiel. Et ça peut nous amener à des statistiques complexes qui vont tout de même utiliser des outils fort simples comme un vulgaire test du qui-2, mais pas n'importe lequel. Donc c'est pour vous dire que dans tout cet ensemble, il va y avoir des outils récurrents qui vont arriver et il va y avoir des outils sous-jacents. Je vous ai parlé par exemple d'une variable qualitative planquée derrière toutes les populations et des choses plus subtiles comme l'évolution de la population dans le temps. Et on parle d'une population spatio-temporelle. Alors tout à l'heure, je vous parlerai d'une population statistique. C'est très important parce que nous allons travailler sur des populations statistiques. C'est un mot un petit peu prétentieux qui désigne quelque chose de fort simple, rassurez-vous. Mais là, vous avez de quoi déjà impressionner vos profs et vos amis. Bien, alors, j'ai donné des exemples dans chacun des items. On va s'intéresser maintenant à... Alors, une population statistique est souvent caractérisée par sa moyenne et son écart type. Hein, vous vous souvenez, on va le voir tout de suite. Les individus. Les individus, ce n'est pas forcément des humains. Hein, ça vient du latin qui veut dire invisible. Hein. Invisible, n'importe quoi. Indivisible, ça va rentrer, hein, excusez-moi. Indivisible, je fais souvent des lapsus. Donc, ça veut dire que c'est la plus petite unité statistique que l'on pourrait avoir à manipuler. C'est une façon aussi de parler d'individu. Hein. L'unité statistique, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller en deçà d'un individu. Population, vous avez échantillon, et après échantillon, c'est individu. Un échantillon est composé d'individus, et une population elle-même est composée d'individus. Donc, unité statistique, je vous demande de le connaître, mais pas de l'utiliser forcément. C'est pareil que individu. Qu'est-ce qu'on va appeler individu?
Eh ben, tout élément indivisible d'une population au sens large. Un patient, un écologue, une micropipette, un yaourt, un ours, un grain de maïs, une parcelle cultivée, un cheval malade, un tube à essai, un logiciel, un profil Facebook, un compte en banque, une personne qui peut être caractérisée par son addiction à telle ou telle drogue, etc., 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 etc. Bon, donc vous voyez que individu, c'est plutôt un individu statistique, c'est pas l'individu être humain, ok? Bon, on s'en doutait plus ou moins, hein. Un échantillon, c'est un ensemble d'individus extraits d'une population. Et nous, ce qu'on s'intéresse souvent à avoir, c'est un échantillon dit représentatif de la population afin de pouvoir faire des statistiques inférentielles. Tout ceci, vous le savez, mais je vous le rappelle. Donc, on va s'intéresser à tirer les éléments, les individus d'une population au hasard. Sinon, on est un petit peu embêté parce qu'il nous faut conserver deux propriétés indépendantes. L'indépendance des mesures ou des observations. Et donc ça n'est possible que si l'on tire un individu d'une population dans un échantillon et qu'on le remet dans la population pour voir, pour ne pas perturber la statistique. Je vous en ai déjà parlé, ou si je ne vous en ai pas parlé, je vais le faire dans la dia qui va suivre, dans les deux dias qui vont suivre. Prenons un exemple d'échantillon, 28 poissons pêchés dans un étang normand. Vous voyez que là, on ne les a pas pêchés dans plusieurs étangs. On a été assez malin, on l'a mis dans un seul étang et dans une région donnée. Donc, 65 parcelles de culture d'une nouvelle variété céréalière. On va essayer de faire en sorte que, toutes choses égales par ailleurs, on puisse distinguer entre ces cultures céréalières nouvelles et puis les plus traditionnelles. Donc, on va s'intéresser à ne pas trop diversifier les éléments qui ont permis de la comparaison. Donc, les parcelles de cette culture et les parcelles témoins vont être dans les mêmes régions, dans le même champ, avec le même environnement biologique. Vous commencez à comprendre. On peut s'intéresser à N yaourts issus d'une population ou d'une production qu'on va appeler journée, d'une production journalière d'une chaîne agroalimentaire d'une usine donnée. Des micropipettes utilisées dans le laboratoire de recherche ou dans votre merveilleux laboratoire de TP. D'accord ? 15 échantillons de salive de personnes touchées par un virus V. Bon, bah là, oui, j'ai fait ce transparent avant notre coronavirus, et vous voyez que déjà à l'époque, on n'avait pas besoin d'attendre le coronavirus pour faire des échantillons de salive, d'accord? Donc, la variable, c'est le caractère qui est étudié dans la population. On va distinguer, bien sûr, les types de variables manipulées. Vous savez bien, j'en ai déjà parlé, quali, quanti, discrète, continue, nominale, ordinale. Et puis, on va avoir des variables un peu particulières. Tout ce qui va être ratio, tout ce qui va être concentration, etc., ça fait appel à des rapports. Ça ne suivra pas forcément une loi normale. Un nombre de personnes ayant résisté au virus V, c'est une variable discrète dans un échantillon de taille donnée. Un état de patient guéri-malade, c'est une variable qualitative avec deux modalités, soit guéri, soit malade. Les stades de développement d'une maladie grave, non développée, premier stade, stade avancé, stade sévère. Là, ce n'est pas dichotomique. On voit qu'il y a plusieurs modalités. Il y en a 4. Bon, on est dans une qualitative qui pourrait être ordinale. Regardez, non développée pourrait être inférieure à premier stade, qui pourrait être inférieur à stade avancé, qui pourrait être inférieur à stade sévère, en ce qui concerne l'état et les conséquences physiologiques de la personne atteinte. Donc, vous voyez, là, dans le cas du Covid, on est parfaitement dans l'actualité. Vous pouvez aussi vous intéresser aux résultats à un test, d'accord? Par exemple, nul, moyen, bon, excellent. Vous avez une ordinale, là, vous êtes d'accord? Nul est inférieur à moyen, qui est inférieur à bon, qui est inférieur à excellent. Alors, les observations, c'est l'heure prise par la variable pour un individu donné. Mais on peut parler aussi de mesure. Hein. Par exemple, mesure de la taille d'une abeille suivie à l'aide d'un nanoémetteur qui est donné 1,97 cm. D'accord? Alors là, vous vous êtes laissé avoir, vous dites pourquoi un nanoémetteur? Il ne sert à rien. On a noyé le poisson. C'est la taille de l'abeille qui m'intéresse. Qu'il y ait un nanoémetteur dessus ou pas, on n'en a rien à faire. Dès l'instant qu'on ne s'intéresse pas à mesurer le nanoémetteur. Donc, vous voyez, dans une information, on va dire, générale, il faut savoir trouver
La substantifique moelle, ici, c'était la taille d'une abeille, hein, et non pas tout ce bazar, etc. Mais là, on parle de la mesure de la taille, parce que la taille, ça va être la variable, et l'observation, c'est la mesure précise, c'est le petit xi. Petit x, petit i, i pour l'individu, on va en reparler, et petit x pour la valeur prise par la grandeur. La modalité, c'est les valeurs prises par la variable associée au caractère étudié. Par exemple, x, nombre d'abeilles qui ne sont pas entrées à leur ruche sur un échantillon de 8 abeilles suivi à l'aide d'un nanomètre. X peut prendre les modalités ou les valeurs 0, n'oublions pas le 0, 1, 2, 3, 4, il manque le 5 là, je le vois, j'ai fait une erreur, 6, 7, 8. Ou alors l'état du patient, guéri, stationnaire, moins malade, encore plus malade. On voit donc que nous avons ici 4 modalités. Je vous demande de connaître ce vocabulaire, c'est très important. Prenez le temps qu'il vous faut. N'oubliez pas l'idée de mon cube ou de l'application dont on nous a parlé tout à l'heure pour pouvoir associer vos petites fiches résumées à un moyen mémotechnique pour retenir les choses. C'est très important que vous compreniez bien la différence entre population, échantillon et individu. Unité statistique, je vous en fais grâce, sachant que ça désigne aussi l'individu. C'est très important que vous distinguiez variable d'observation, et on peut appeler l'observation également la modalité. Ce n'est pas très différent, d'accord? Mais en général, les modalités sont des choses associées à des variables discrètes, tandis que l'observation ou la mesure est associée à des variables qui peuvent prendre plusieurs valeurs, un très grand nombre de valeurs. C'est une distinction que je ne ferai pas. Hein. Observation, ça suffit, ou modalité, ça suffit pour moi. Il ne faut pas non plus pousser un petit peu trop l'extrémisme du vocabulaire statistique, parce qu'on retrouve après un vocabulaire de gens doctes qui savent même plus de quoi ils parlent, ou qui font je me suis trompé, pardon, je voulais parler de. Mais non, mais non. Ce qu'il faut absolument distinguer, c'est qu'est-ce qu'est la mesure, qu'est-ce qu'est l'observation, qu'est-ce que la modalité de une variable qui regroupe l'ensemble de ces observations, et d'accord, qui sont potentielles, c'est même pas ce qu'on observe vraiment, c'est le potentiel des observations, même ce qui n'est pas observé, mais ce qui pourrait être observable, vous êtes bien d'accord, hein, l'échantillon, l'individu et la population. Alors, je vous avais dit que je ferais régulièrement le point, c'est très important, ça, je suis obligé de faire le point avec vous pour voir si tout se passe bien. Est-ce que vous êtes OK avec ça déjà? Ça vous a servi? Bon. N'oubliez pas de ressortir ces petites fiches. Hein, c'est des choses que vous avez vues, hein, je vous avais promis, hein, une page, une synthèse. C'est des choses que vous pouvez mettre dans votre trousse en 1/8. Vous découpez, vous apprenez à faire des huitièmes. Hein, ça vous fera des économies de papier. Par exemple, vous faites un PowerPoint avec toutes les copies d'écran que vous voulez, tous les machins, et puis vous les découpez en huitièmes, vous mettez dans votre trousse. C'est comme ça, quand un prof vous interroge, vous vous souvenez dans quel cas vous êtes, ou vous n'êtes pas moins perdu. Parce que la fac, le problème, c'est l'inflation à l'information et on est perdu et quelquefois on ne revient pas aux bases. Or, le plus difficile, c'est d'expliquer les bases. Rappelez-vous, pour un prof qui va raconter sa petite salade de sa spécialité, ça, n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut raconter son métier. Mais par contre, rapporter la vraie définition ou la définition la plus utile qu'on peut faire d'une variable, notamment la notion de variable aléatoire, sans expliquer que c'est une application de oméga dans R qui ça vous fait une belle jambe. On va dire simplement qu'une variable aléatoire, c'est le support de l'information mesurée. On est d'accord? Ça sera pas mal déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais revenir sur mon PowerPoint. Oui, effectivement, comme j'avais mis PowerPoint, vous n'avez pas eu accès aux réponses. Hein. La plupart des gens m'ont dit que c'était OK. Alors, j'aimerais bien revenir sur mon PowerPoint. Voilà. Donc, je vais passer à la dia suivante. La dia suivante qui va s'intéresser maintenant à parler des statistiques descriptives, toujours en une fiche. Vous voyez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc là, on va parler pour une variable quantitative, parce que pour une qualitative, c'est un petit peu différent, ça s'intéresse aux fréquences. Donc, je vais m'intéresser par exemple au cas d'une variable quantitative et je vais parler des paramètres de position, de dispersion et de facteurs de forme. Je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, ou si je ne vous en avais pas parlé, eh bien, on va en reparler. Donc, j'ai donné 2 cours et je ne me souviens plus à qui j'ai parlé de telle chose et à qui j'ai pas parlé de telle chose. Alors, vous avez dans les paramètres le but
vous voyez, c'est ce que j'ai mis en haut, c'est de décrire ad minima, c'est-à-dire avec le minimum de mots. J'ai bien dit de mots, parce que l'aspect communication est très important. De paramètres, on va parler des paramètres, et de graphes, la distribution. C'est-à-dire qu'on va essayer de résumer la distribution, mais résumer professionnellement. Et pour ça, on va avoir des tendances moyennes, ou plutôt, on va avoir des mesures qui vont représenter ce que normalement on s'attend à avoir dans la population. Vous comprenez qu'en stade descriptif, on travaille surtout sur des échantillons. Hein, ça, c'est très important. Donc, échantillon code bleu. Ok, vous allez voir mon code. Et donc, l'idée, c'est de savoir déjà quel est l'ordre de grandeur de notre grandeur étudiée. Admettons qu'il s'agisse de la taille. Que je sois de la planète Mars et que j'arrive et que je dise il y a des espèces de machins qui se trimballent à deux pattes là et qui sont plutôt de l'ordre de grandeur de 1,70 m en moyenne. Alors, il y a l'autre martien qui va dire ouais, moi en tout cas, j'ai mesuré que le plus petit faisait 1,42 m et le plus grand 2,63 m. Alors, je dis 1,42 m, c'est n'importe quoi, c'est 42 cm et le plus gros 2,63 m. Ça aussi, c'est une ordre de grandeur. Vous n'allez jamais trouver 9 mètres. Hein, l'histoire du bras de 9 mètres de long, ça n'existe pas. Donc, vous avez une bonne représentation de l'ordre de grandeur, que ce soit par la moyenne. Alors, le troisième martien va dire non, 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 non. 50% des miens, ils font moins d'1,65 m. Et 50% font plus d'1,65 m. Donc, en gros, 1,65 m, c'est la médiane. Le quatrième martien va dire non, non, non. Moi, j'ai en fréquence le plus souvent observé 1,71 m. Bon, tout ça, c'est très marrant, mais ce n'est pas autre chose qu'une mesure de l'ordre de grandeur. On ne vous a jamais demandé d'avoir une précision. Bien sûr, le minimum représentera moins l'ordre de grandeur que la moyenne, le mode et la médiane, mais vous n'allez pas trouver avec le minimum 0 cm ou 9 mètres. Vous allez trouver quelque chose d'humain. Donc la moyenne, le mode, la médiane, le minimum, le maximum sont des tendances et on arrive à une tendance centrale, c'est-à-dire en essayant de faire des statistiques qui résument par une position notre distribution. Par exemple, parce que c'est là où on a développé les statistiques et les mathématiques les plus faciles et les plus usuelles, la moyenne. Et parce que M. Laplace a trouvé le théorème central limite. Le théorème central limite qui, je vous le rappelle pour ceux qui l'avaient oublié, considère que quand nous avons un certain nombre de variables identiquement distribuées et indépendantes, les deux sont importantes, de même variance, la troisième proposition est très importante aussi, eh bien, il n'y a aucune raison qu'à partir d'une certaine somme, disons une trentaine de variables de ce type-là, la somme ne suive pas une loi normale. Merci Monsieur Laplace, merci le théorème central limite. Alors, il s'agit bien du théorème central limite dans le sens allemand parce que, en fait, ce TCL a été publié en allemand par un Hongrois qui a lancé cette idée, il y a fort longtemps, et central en allemand, ça veut dire essentiel. Et les Français, qui ont eu la mauvaise idée de traduire ça à leur façon, ont souvent utilisé le théorème de la tendance centrale limite. Et ça, c'est pas tout à fait pareil. D'accord? Il y a une tendance centrale, mais il y a un théorème central limite. Central qui n'a rien à voir avec le centre, mais avec le fait qu'il s'agit d'une importance capitale. L'importance capitale, c'est qu'on a fait une découverte. Quelle que soit la nature de la variable, quand vous avez 30 fois la somme du même type de variable, identiquement distribuée, indépendante et de même variance ou homogène, on a une loi normale. Formidable. Du coup, quand vous divisez par le nombre de variables impliquées, vous retrouvez que l'estimateur de la moyenne suit une loi normale. C'est formidable, non? Et ça va être essentiel dans tout le reste des statistiques, ça va être notre support important. Alors, bien sûr, le martien va dire « Ouais, mais tu me fais rire, toi. Moi, je vois deux pics. » Ah bon? Un pic pour des personnes qui sont plutôt à cheveux très très longs et qui sont habillées en jupe, et puis un pic qui pour des personnes, vous voyez le cliché, hein, d'accord, habillées en jupe, et un pic pour les personnes qui sont plutôt en pantalon et qui sont plutôt grands et qui sont avec des cheveux plutôt courts. Encore un cliché. Alors donc du coup, ah oui, et donc, donc la dispersion dans ces deux pics n'est pas la même. La dispersion, qu'est-ce que tu appelles dispersion?
Ben, en fait, j'appelle dispersion l'écart moyen par rapport à la moyenne, ou l'écart moyen par rapport à la médiane, ou par rapport au mode. C'est-à-dire comment les données s'écartent d'une façon moyenne par rapport à leur moyenne. Ah, tu veux parler de l'écart type? Oui, oui, c'est ça, l'écart type. Ah, tu veux donc dire par un seul valeur que tu vas résumer la distribution des différences observées par rapport à la moyenne, ce qui nous donnera une propriété de la population. Tout à fait. Ah ben, tu pouvais dire qu'il s'agissait de l'écart type. Tu m'as pas laissé le dire. Ben voilà, c'est l'écart type. Mais en fait, l'écart type, il est de la même dimension que la moyenne, parce que ça nous a bien arrangé de travailler sur quelque chose de plus sérieux, qui était la variance, qui est la seule donnée qu'on va considérer en statistique, c'est-à-dire qu'on va calculer des différences quadratiques, c'est-à-dire élevées au carré, parce que c'est la seule façon de calculer une distance. Et la distance moyenne, après, on l'obtiendra en prenant la racine carrée de cette chose-là. Mais comme la fonction racine carrée, pour les plus curieux, est une fonction équivoque, hein, puisque moins 3 ou 3 sont la racine carrée de 9, ok, en fait, je veux dire, c'est pas la racine carrée, c'est que moins 3 élevé au carré et 3 élevé au carré donneront 9, on se retrouve face à un problème de signe, on se retrouve face à un problème de vecteur, c'est-à-dire qu'on a une norme plutôt qu'un vecteur, et donc ça, les mathématiques n'aiment pas trop ça. Donc la norme perd une dimension, du coup, on ne va pas pouvoir utiliser l'écart type dans les inférences statistiques. Voilà pourquoi on parle d'analyse de variance. Analysis of variance a donné l'ANOVA, hein, et on n'a jamais dit analyse de l'écart type. Okay, parce qu'on ne peut pas travailler sur l'écart type mathématiquement parlant. Je vous mets au défi de travailler sur une racine carrée en mathématiques. C'est absolument restrictif et on passe toujours par la valeur absolue. Et la valeur absolue, c'est une fonction qui perd une dimension, le sens. Voilà pourquoi la variance a été l'élément de mesure de la dispersion à laquelle on a ajouté naturellement l'écart type parce que avoir des variances en mètres carrés quand on travaille sur des individus avec une taille en mètres, c'est pas pratique. Si vous allez dire que vous avez 7,84 mètres carrés de variance, c'est pas pratique par rapport à un écart type qui serait la racine carrée. Alors bien sûr, j'ai exagéré, il n'y a pas 7,84 mètres carrés de variance, mais c'est juste pour vous faire voir que ça peut grimper très vite une variance, et donc ça n'est pas réaliste dans l'esprit humain. Simplement, c'est réaliste pour les computers, c'est réaliste pour les programmes de travailler avec des variances. On parle aussi de quantile, vous vous souvenez, et d'étendue. Alors les quantiles, on verra, c'est ce qui va être engagé dans les boxplots ou les boîtes à moustaches ou les boîtes de dispersion. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la répartition des données autour de l'ordre de grandeur. Et puis ensuite, il y a les facteurs de forme. Est-ce que le schéma, le graphique qu'on a fait, va être plutôt symétrique? L'histogramme est-il symétrique? Est-il très aplati? Est-il pas du tout aplati? Est-il en pic? Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle les facteurs de forme. Alors, vous voyez, la moyenne, c'est ce qu'on appelle le moment d'ordre 1. Alors, on parle de moment centré d'ordre 1, moment centré d'ordre 2 pour la variance. Vous voyez, je n'ai pas encadré l'écart type. L'écart type est un petit peu un paria dans les statistiques. C'est juste quelque chose qui nous permet de mesurer, pour nous humains, quelque chose de comparable à la dimension de la moyenne. Et donc, la variance est le moment centré d'ordre 2. La symétrie, en fait, c'est le facteur d'asymétrie avec un A devant qui mesure l'asymétrie en deux mots. Et donc, l'asymétrie avec un A devant est un moment d'ordre 3 centré. Donc, c'est x moins mu, c'est la somme des 1 sur n, x moins mu au cube. Et là, c'est le moment d'ordre 4 centré, l'aplatissement. Alors, vous vous souvenez de kurtosis et skewness, d'accord, en anglais. Donc, vous voyez, ces trois-là nous donnent une idée, facteur de forme, dispersion et position, de la façon dont on peut résumer la distribution. Alors, bien sûr, pour plusieurs variables, vous allez faire des tableaux synthétiques qui vont rassembler les paramètres pour chacune des variables, la taille, le poids, le QI, si jamais on voulait faire une mesure de QI sur des populations particulières qui souffrent d'une maladie mentale ou quelque chose comme ça. Si on voulait s'intéresser à d'autres caractéristiques, comme par exemple l'acuité visuelle et tout, etc. Donc vous faites des tableaux synthétiques qui rassemblent les différents paramètres plutôt que l'ensemble des données pour chacune des variables. Et c'est donc fort pratique.
Mais vous savez qu'on n'a pas ces paramètres avec une réelle précision pour la population auquel ils s'attachent. Donc, on va être obligé de faire ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Peu importe comment. Je suis en train de préparer une vidéo sur les intervalles de confiance. C'est très très lourd à faire. Elle est à moitié de distance. Je vais la finir le plus tôt possible. Et vous allez voir que grâce à ma vidéo, en un quart d'heure, vous allez bien comprendre la notion d'intervalle de confiance, ce qui n'est pas évident parce que vous faites des encadrements sur des variables aléatoires et vous vous retrouvez avec des intervalles de confiance sur des paramètres. Ah ah, c'est un petit peu coton à expliquer, mais pas plus que ça si on y prend le temps. Alors ça, c'est pas le genre de vidéo que je demande à mes étudiants de connaître, ce sera des vidéos pour les plus curieux. Vous verrez qu'il y a une rubrique qui s'appellera pour les plus curieux. Et puis vous avez les graphes, je vous en ai parlé, histogramme, boîte à moustache, lissage normal pour les variables quantitatives, puisque vous avez compris que ceci va s'attacher surtout aux quanti. Et donc, c'est tout à fait normal de faire des distributions en histogramme, de regarder la répartition des valeurs en histogramme ou en boîte à moustache, on l'utilisera souvent, et faire un lissage normal pour voir si c'est plus ou moins adapté à une approximation normale dans la population. N'oubliez pas que le lissage normal, c'est population, et qu'histogramme, c'est échantillon. On est bien clair, tout ceci, c'est échantillon, sauf si on peut le calculer pour la population, et ça, c'est effectivement, lissage normal, la population. De même pour le test de normalité, il nous s'agit de savoir si la distribution est normale dans la population, je suis bien clair, en faisant un test sur l'échantillon. Donc les tests les plus sérieux, c'est Kolmogorov-Smirnov sur des échantillons plutôt de grande taille. Quand vous avez des échantillons de petite taille, c'est Shapiro-Wilk. C'est pas des enfants de cœur, ces gens-là, c'est des gens qui touchent un max. Notamment Kolmogorov a beaucoup travaillé sur la loi faible des grands nombres. C'est des gens qui touchent un max, ça c'est des prix Nobel d'économie, Shapiro-Wilk. Shapiro c'était le prof et Wilk c'était son postdoc, je crois, si ma mémoire est bonne. On est en 1948, là on est plutôt au début du siècle dernier. Lily Ford on est dans les années 45-50, je ne me souviens plus exactement la date. Et le Ki 2, vous savez, c'est Pearson, on est en 1895, donc 1905 par là. Donc vous êtes vraiment sur des outils qui ont suivi le cours du temps et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je vous rappelle que Shapiro-Wilk est très populaire, mais plutôt pour des petits échantillons, ce qui fait qu'on fait des grosses erreurs si on ne prend pas le test de Kolmogorov-Smirnov pour faire le test de normalité de la distribution. En gros, je rappelle qu'on prend un échantillon, on soumet cet échantillon à un logiciel comme R Commander, SPSS, et puis on lui demande de voir s'il a des chances de pouvoir appartenir à une population où la variable X étudiée est normale ou pas. Et le test va nous donner un indicateur de, on va dire, la confiance qu'on peut mettre sur la normalité de la distribution ou pas. Qu'il s'agisse de Kolmo, de Lily ou de Shapiro, d'accord, du Ki 2. Et puis, si on fait de la descriptive, c'est pouvoir comparer. C'est pour pouvoir comparer soit les échantillons entre eux, ça vous en avez l'habitude, on vous a bien gavé avec ça. Dans ce cas-là, on peut comparer deux moyennes empiriques ou deux moyennes d'échantillons ou deux moyennes observées entre elles. On parle de test d'homogénéité. Par contre, lorsqu'on cherche à comparer un échantillon à une référence population, on parle plutôt de test de conformité. Vous vous souvenez de tout ça ? De toute façon, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Et je vous conseille, si vous en avez le goût, de reprendre la vidéo et de prendre des notes. Et à chaque fois que vous avez une incertitude, revoyez vos cours anciens ou actuels, ou allez faire un petit tour dans ma chaîne YouTube ou dans d'autres chaînes, parce qu'il n'y a pas que Bibi qui fasse des bonnes vidéos, il y a tout le monde entier qui fait des bonnes vidéos, y compris en italien, en espagnol, en allemand, en anglais, en chinois, ou en arabe. Il y a des très très bonnes vidéos en arabe que j'ai vues aussi, pour ceux qui savent parler ces langues. Okay, moi, je ne sais pas parler arabe, mais j'ai vu quand même à la gueule des dias que c'était vraiment bien fait. Et il y a des universités, par exemple Boumedienne en Algérie et l'université de Rabat au Maroc, qui sont excellentes dans l'apprentissage, notamment aussi de l'enzymologie, pour ceux que ça intéresse. Fin de la parenthèse. Donc, vous savez que les informations sont mises dans un support fichier. On ne va pas faire ça à la main. Tous les espèces de glandus, excusez-moi du mot mal poli, qui vous font faire des calculs à la main, mais franchement, à quelle époque ils sont ? Il ferait mieux de vous apprendre à faire des calculs à l'aide de logiciels. On ne va pas juger un étudiant parce qu'il est dyslexique ou parce qu'il a du mal à calculer vite ou parce qu'il est… Franchement, arrêtons les conneries.
on travaille sur des grandes données, on a besoin de choses sérieuses, on ne va pas refaire l'invention du fil à couper le beurre. Donc, on va utiliser des logiciels pour intégrer les données. Bon, bah, vous savez qu'il y a des intégrations automatiques qui se font à partir d'Internet ou à partir de votre spectro, par exemple, hein, quand vous faites des manips et qui vous font sortir vos données dans des fichiers Excel. Bon, vous n'allez pas le faire à la main. Et puis, vous avez ensuite l'intégration de ce fichier Excel dans un logiciel qui va vous permettre de faire des calculs sans erreur du premier coup. Tout à l'heure, si j'ai eu 2 minutes ou 3 ou 5 minutes de retard, c'est parce que j'avais fait une erreur de calcul dans un des défis que je voulais vous demander. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne trouve pas le même chiffre. Donc, je me suis mis 5 minutes de retard parce que j'ai voulu faire tout à la main. Alors que si j'avais été plus malin, j'aurais pris un logiciel. Voilà. Voilà, je vous raconte ma vie là, hein, mais ça arrive à tout le monde. Bien, alors, c'est bon là, le stade descriptif, vous voyez, encore une fiche en un seul truc, c'est pas la peine de chercher midi à 14h pour aller plus loin. Je fais un petit test pour savoir si tout est OK, est-ce que ça vous va? Ça vous a intéressé? D'accord, ben parfait. Et donc ça, vous voyez, c'est le genre de choses que vous pouvez reprendre aussi en fiche de synthèse, calmement, en essayant de comprendre, ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire par paramètre de position? Position, c'est ordre de grandeur, vous voyez. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par dispersion? Dispersion par rapport à cet ordre de grandeur. Qu'est-ce que c'est que l'ordre de grandeur? Bien souvent, par usage, parce que c'est plus facile mathématiquement, on prend la moyenne comme ordre de grandeur. Mais la moyenne est un paramètre très susceptible à la moindre défaillance qu'on appelle les outliers. Je vous apprendrai ce que c'est qu'un outlier. Eh bien, il suffit d'avoir un type qui a 100 km de la moyenne pour vous conchier complètement une moyenne et une variance, alors que la médiane ne va pas changer du tout, du tout, du tout. Vous voyez qu'il y a des statistiques robustes, la médiane, et il y a des statistiques moins robustes, la variance et la moyenne. Et il faut faire avec. On ne va pas se contenter de l'une ou de l'autre. C'est pour ça, dans vos TP, dans vos manips, dans vos stages, essayez de regarder si vous avez plus qu'une idée de ce que peut être une moyenne ou un écart type pour mesurer la dispersion. Vous avez aussi la médiane. Alors un truc de dingue, hein. Je vais vous apprendre des choses, hein. Si la distribution est normale, vous allez me prendre pour un dingue, mais c'est vrai. Vous prenez le minimum de votre distribution, vous prenez le maximum, vous divisez par 2, vous avez de grandes chances de tomber sur la vraie moyenne. C'est pas beau ça? C'est marrant. Attention, il faut que la distribution soit normale et que vous ayez suffisamment de valeur. Plus vous avez de valeur, disons au-delà d'une cinquantaine ou d'une centaine, plus vous avez de confiance dans la tendance normale. Et si vous n'avez pas le temps, vous prenez max moins 1000 divisé par 2, vous avez la moyenne. Formidable ça. Voilà encore une conséquence du fait qu'on tourne toujours autour du pot avec cette histoire de tendance centrale et d'ordre de grandeur. Mais c'est conditionné, vous avez compris? Bien. Alors, je vais continuer sur quelque chose de technique, hein, avec ces deux éléments qui me sont importants. Attention, je vais devoir vous solliciter parce que c'est un peu plus complexe. Je monte en puissance, ok? Donc, je monte en puissance avec le même diaporama. C'est parti, on y va. N'oubliez pas qu'avec moi, toutes les choses seront faites avec des logiciels et que nous avons une tâche, c'est d'installer un logiciel qui va s'appeler Air Commander. Je vais vous demander de le faire chez vous. Je sais que ceux qui ont des Mac vont souffrir plus que les autres, mais si on le fait dès maintenant, on va gagner du temps. Bien sûr, il nous faudra peut-être plusieurs essais parce que c'est votre première. Sachez qu'installer un logiciel comme Air Commander prend à peu près 5 minutes. Hein, parce que ça engage pas mal de fichiers. C'est pas fait en 1 minute. Si c'est pas fait en 5 minutes, vous éteignez votre ordinateur, vous recommencez jusqu'à temps que ça marche. Mais une fois qu'il sera installé, ce Air Commander, je vous donnerai le lien, ne vous inquiétez pas, je vais en reparler. Eh bien, on sera vraiment sauvé parce que clic, 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 on va apprendre à cliquer intelligemment. On va pas faire les stupides, hein, on va faire les gens aware. Et là, vous allez en apprendre un peu plus que vos collègues qui n'auront pas fait cette option. Bien, alors un petit rappel sur les notations. Je vous demande de le savoir, je suis chiant. Nous allons utiliser des notations mathématiques, très peu, mais je vous demande de les connaître. La somme
de n valeurs va s'appeler somme des i égale 1 à n. Normalement, ici, on aurait dû mettre i égale n, hein, d'accord? Mais très souvent, la convention mathématique nous fait utiliser ce grand terme qui ressemble à je ne sais quoi, un M tourné, vous voyez, ou une lettre incomplète tournée. Et en fait, on appelle ça sigma. Hein. Sigma, c'est la lettre S grecque en majuscule ici. Vous voyez? Donc ce sigma, c'est une somme de 1 à n des éléments. On reconnaît I, l'indice de l'individu, je vous en ai parlé, de l'observation, je vous en ai parlé, ou de la mesure. Donc, du coup, I, ça va se retrouver dans les XI. XI, c'est la valeur observée ou mesurée pour l'individu I. Donc, X, petit x, I. Et donc, pour un échantillon, on va avoir plusieurs XI. Donc, on va noter X1 plus X2 jusqu'à Xn. Les trois petits points signifiant qu'on a toutes les variantes à l'intérieur. X3, Xk jusqu'à Xn. Donc, somme des égale à des xi, je vous demande de le savoir. Et n est le nombre total d'individus, d'observations ou de mesures. Notez qu'il s'agit d'un petit n, notez qu'il s'agit d'un petit x, notez qu'il s'agit d'un petit i, notez qu'il s'agit d'un grand sigma. Vous avez bien compris, on va s'en servir comme élément de synthèse. Je ne vais pas rappeler à chaque fois tout ceci. Bien. C'est une notation donc très pratique qu'on va utiliser pour la suite. Deuxième notation. Je vais m'intéresser au code couleur. D'abord, je vais m'intéresser à une variable qualitative. Donc, je vais représenter par un cercle rouge la population. Vous vous souvenez de mes codes couleurs? Rouge pour la population. C'est exact. La population est bien caractérisée. Elle est caractérisée, je vous l'ai dit, par un paramètre. Ce paramètre, ça peut être une proportion exacte d'un caractère. Par exemple, pi, proportion de gens dans la population française qui sont au jour donné, parce que ça varie, hein, atteints du coronavirus. Donc, pi, et qui sont vivants, d'accord? Parce que la population, c'est la population des gens qui existent. Mais on pourrait s'intéresser à pi, proportion de pipettes défectueuses dans un lot fabriqué sur un an par une société donnée, par exemple Gilson. Donc, nous aurions pi égale, alors Gilson est une boîte sérieuse, on va dire 0,005, 5 pour 1000 de défectueuses. Dans ce cas-là, il le remplace. Vous le renvoyez, il vous remplace la pipette et en général, il vous donne un cadeau parce qu'il ne veut pas de publicité négative. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette pipette soit endommagée? Défaut de fabrication, rare, défaut lié au transport, plus fréquent, et défaut dû à un mauvais usage, on a mis ça à côté du radiateur ou je ne sais quoi. En tout cas, vous avez, dans le cas d'une variable qualitative, une fréquence qui va caractériser la population. Et cette fréquence est une proportion exacte. Donc une population caractérisée par une statistique exacte, on appelle ça une population statistique. Il faut vraiment l'association des deux. Comme vous le voyez, je n'ai pas mis la taille de la population. Parce qu'on s'en fiche, on ne l'a pas la taille. Elle varie, elle fluctue, elle est énorme, elle est incommensurable. Donc une population, ça sera très facilement représentée. Alors dans le cas d'une variable qualitative, on va appeler y cette variable, j'aurais pu l'appeler ce que je veux, et avant de m'intéresser à la variable sous-jacente, y, si je m'intéresse par exemple aux micropipettes, qui peuvent être défectueuses, hein, d'accord, et la proportion des micropipettes défectueuses. Petite question rapide, ce qu'on appelle un flash, que je demande à la classe. Donc là, la classe ne peut pas voir l'écran. Allez-y, c'est presque anonyme. Y, à quelle modalité? Allez-y, je vous écoute. Vous avez 30 secondes. Je suis dans le cas des pipetman. Mais ça m'intéresse à la proportion de pipetman défectueuses. Ce n'est pas une bonne réponse. C'est une variable qualitative, m'en fous qu'elle soit semicale, elle est qualitative. Non. Non. Toutes les réponses sont à côté de la plaque. Quelles sont les modalités? C'est une qualitative. Je n'ai pas dit une quantitative, c'est une qualitative.
Non. Oui. Maëva et Flavie, vous avez chacune gagné. Et Héloïse aussi. Donc, vous me rappellerez que vous avez gagné un demi-point. Effectivement, Maëva, Flavie et Héloïse, vous avez raison. Les modalités, c'est la pipette est défectueuse ou non. C'est très bien. Si je vois dans une copie ça, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de faire une phrase. D'accord? Vous me faites les réponses claires. Donc, vous avez compris que Y va être une variable qualitative. Préparez-vous à une question. Alors, les trois, là, vous m'envoyez un email comme quoi vous avez gagné un demi-point parce que ma mémoire de poisson rouge, après, bonjour. Hein. Donc là, préparez-vous à une question un peu plus complexe. Attention, bam, bam. W est la variable sous-jacente. Pouvez-vous me dire comment s'appelle la variable W et quelles sont les modalités de cette variable? Tatam, tatam, tatam. Moi, je m'amuse comme un petit fou, là. Hein. Il y a déjà des étudiants qui ont gagné. W, je laisse la dia, excusez-moi. Boum. W est une variable sous-jacente. Vous avez une minute pour me dire. Là, j'entends boum, 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 boum. Je ne regarde pas. Je regarde les 5 premiers, hein, d'accord, qui vont me donner la bonne réponse. Comme c'est un truc compliqué, il y a 5 personnes qui peuvent gagner des points. C'est sous-jacente, il y a Y qui est qualitative, les études, et j'ai rien dit sur W. Exprès, hein, exprès. Non. Non. Aucune réponse exacte. Je ne cherche pas à vous piéger, hein, c'est pour vous dire simplement qu'il faut être rigoureux. Je laisse encore 30 secondes. Non. Non plus. Bah, je peux pas te répondre, Stélina, sinon tu as la réponse. Ou presque, Ottilia, juste avant. Ottilia, tu y es presque, Ottilia. Juste avant. Oui. Donc, Yanis, Ilana et Juliane, vous avez les points. OK? Bravo, c'est Bernoulli. Bravo, ça me fait plaisir. Donc, vous voyez que vous raconter la chose, ça ne vous aurait pas servi. Vous faire réfléchir vous permet de vous en souvenir mieux. Donc, et en plus, vous gagnez des points. Donc, c'est un peu ma philosophie, c'est que vous savez ces choses-là, mais je vous les rappelle. Donc, W est la variable de Bernoulli. W égale 0 lorsque Y est égal à non défectueuse, puisqu'on s'intéresse aux défectueuses. Hein. Et W égale 1 lorsque la pipette est défectueuse. D'accord? Ça marche et W est définie dans la population. Elle est en rouge. Y est définie dans la population. Elle est en rouge. Vous avez bien compris? Dans le cas d'une quali, je ne vais pas vous donner l'échantillon parce que c'est un petit peu compliqué de le conceptualiser. Je vous le donnerai un peu plus tard. Et on va voir dans le cas d'une quanti. OK? Bien. Alors, mes amis, si je vous dis que je m'intéresse au cancer maintenant, l'apparition ou non d'un certain type de cancer, et que je m'intéresse à la proportion de ce type de cancer, par exemple dans la population des jeunes femmes de 30 à 50 ans, hein, ou de 25 à 50 ans, à ce moment-là, je vais me retrouver avec quelque chose d'horrible. W égale 1 succès lorsque j'ai cancer, W égale 0 échec lorsque j'ai non-cancer. D'accord? Lorsque je suis sain. Attention, les statistiques, ce n'est pas éthique, forcément, ce sont des chiffres, d'accord? Tout ceci, nous le reverrons lorsque nous verrons Bernoulli ensemble, en détail, avec la binomiale qui est sous-jacente. Alors, on va voir si la binomiale est restée. Là, c'est une question très complexe que je pose, très complexe. Mais comme j'ai vu que c'était une classe... Alors, W, Lorna, est bien une variable. Ce n'est pas un paramètre de la loi que suit Y, c'est une variable associée, accouplée à Y. Ça marche? C'est-à-dire que je pourrais vous faire le lien vers la vidéo que j'ai donnée, où je pourrais vous faire un mini-cours sur la Bernoulli. C'est très important, Bernoulli et la binomiale. Voilà. Là, il y a un point complet, pas un demi, à la première personne qui me répond. Vous voyez qu'on gagne des points dans ce truc. Est-ce que vous pourriez me définir la binomiale sous-jacente? Non, il n'y a pas un point, il y a un point et demi. C'est tellement...
Expert comme question. Oui, je remets la dia, mais ça ne va pas vous aider beaucoup. Parce que ce n'est pas dans la population. Est-ce qu'il y a une binomiale sous-jacente? Et on reprendra tout ça, hein. Je ne mets pas ça comme acquis, hein. C'est simplement que moi, je dis et je répète les choses. J'écoute s'il y a encore 2 ou 3 clics. Je regarde sur mon message. Que ce soit avec l'exemple des cancers ou des pipettes, vous me faites comme vous voulez. Alors Juliane, je vois que tu... Oui, alors Ottilia, précise. C'est pas assez précis. Il y a une binomiale sous-jacente dans ce cas, Stélina. Ottilia, tu peux préciser, tu es sur 1,5 point. Oui, mais précise. Non, Flavie, c'est plus général que ça. Juliane, je vois pas ce que tu veux dire. Je comprends, mais c'est pas ça. Alors, comme c'est une question complexe, et on en reparlera, vous voyez que, eh bien, pour considérer une binomiale, mes chers enfants, il faut tirer un échantillon de taille n, par exemple 100 personnes au hasard, et on s'intéresse au nombre de personnes atteintes du cancer dans un échantillon de taille 100 qui est issu de cette population caractérisée par pi. On s'apercevra que pi sera la moyenne et que cette moyenne, elle est considérée que si on s'intéresse à la proportion. Donc il faudra diviser le nombre de personnes atteintes par le 100 qui est la taille de l'échantillon. Et là, on fait apparaître un estimateur qui est la proportion de personnes atteintes de cancer dans un échantillon de taille n, qui suit bien une loi binomiale de paramètres qu'on définira. D'accord? La loi est un non total d'individus et que la probabilité de succès des preuves de Bernoulli. Oui, bah Yanis, ça c'est une définition générale. D'accord. La répétition des preuves, ça on est d'accord pour Héloïse. Donc en fonction de la... Donc moi je vous ai donné la réponse. Il n'y avait aucune réponse bonne. On y reviendra. Vous voyez bien que pour engager une binomiale, là c'est pas pareil. Je vais être obligé de considérer un échantillon, ce que je n'ai pas fait ici. D'accord? Donc la loi binomiale est une loi d'échantillonnage. Alors que la loi normale est une loi de population. Vous voyez la différence? Ici, il faudrait considérer un échantillon. Alors, comme le schéma est un petit peu plus complexe, je ne l'ai pas considéré. OK? Bien. Alors, maintenant, je vais m'intéresser à une variable aléatoire, c'est-à-dire une variable qu'on peut considérer comme quantitative. Variable aléatoire, dans mon vocabulaire à moi, qui fait la synthèse de beaucoup d'auteurs que j'ai lus, c'est plutôt une variable quanti qui peut être discrète ou continue, mais plus souvent continue. Voilà pourquoi elle suit généralement une loi de probabilité dans la population, disons une loi normale, par exemple, et on peut caractériser la population par une moyenne, mu, et un écart type sigma. Donc la population statistique, vous vous souvenez, population d'individus, puis dès qu'on la caractérise avec 2 paramètres, on parle d'une population statistique ou un paramètre. Ici, c'était une population statistique aussi. Il faut que les paramètres soient définis. Pi valait 0,002, par exemple. Et là, pi, mu, par exemple, s'intéresse à la moyenne de la taille des jeunes Français de sexe masculin, parce que vous avez compris qu'on ne peut pas avoir une seule loi normale en mélangeant hommes et femmes, on n'est pas taillé de la même façon. Et donc, du coup, les jeunes Français âgés de 16 à 30 ans vont avoir une moyenne, si ma mémoire est bonne, de 1,77 m, ce qui fait que moi, qui fais 1,74 m, je crois, je suis en dessous de cette moyenne, mais parfaitement dans la moyenne de mon époque, puisque j'ai plus de 50 ans, nettement plus de 50 ans. Donc, merde, je l'ai dit, ça c'est con ça. C'était pas un secret. Donc, du coup, l'écart type associé, par exemple, ça va être 10 cm ou 5 cm. Donc, on va avoir x suit une loi normale de paramètres 1,77 m, 0,05 m. Je
je ne me suis pas trompé, c'est bien 0,05. Hein, d'accord? Donc vous avez une loi normale parfaitement définie. Mais là, je simplifie la situation et ma population est caractérisée par deux paramètres exacts. Vous savez que maintenant, je vais utiliser le rouge pour tout ce qui se rapporte à la population, les lettres majuscules pour les variables aléatoires, hein, comme l'indique mon tableau ici, les lettres grecques, mu, sigma, il va falloir vous taper aussi alpha, bêta, oméga, pi, et puis peut-être delta, hein, en gros, epsilon aussi, et puis on en a fait le tour. Okay, après, je vous foutrai la paix. Mais essentiellement, alpha, bêta, mu, sigma, epsilon. Bon, ben, dans ce cas-là, nous, on utilise pour la moyenne qu'on appelle, si X est une loi de probabilité, l'espérance, hein, vous voyez, je l'ai mis en bas, l'espérance, on parle plutôt d'espérance que de moyenne, vous le savez, quand on s'intéresse à une loi de distribution, ce qui est dans 99% des cas, ce qu'on va obtenir lorsqu'on fait une étude statistique dans une population donnée. On ne parle pas de rien, on parle d'une variable aléatoire d'étude qui suit une loi de distribution continue, d'accord, une loi de probabilité. Et puis, on sait que l'écart type va être donné, sigma. Bon, la loi normale peut être définie soit à l'aide de la moyenne et de l'écart type, soit à l'aide de l'espérance et de l'écart type, pour parler plus français, plus statistique, soit à l'aide de l'espérance et de la variance. Ça, c'est indépendant, puisque l'un est intimement associé à l'autre. Par contre, ce qui va nous intéresser dans les paramètres statistiques, dans l'étude statistique, c'est la variance sigma 2. Voilà pourquoi je l'ai mise en gras. Hein. La variance, c'est un élément de comparaison. Variance, variabilité. Pourquoi j'ai cette variabilité? Pourquoi j'ai cette différence entre les données? J'essaie de faire en sorte de l'expliquer par une relation de cause à effet, cause qui peut être due à un facteur donné. Par exemple, guérison peut expliquer la diminution de la proportion de malades pi, ou meilleure nutrition peut expliquer que dans certaines catégories de la population, la taille moyenne soit supérieure à une autre. D'accord? Cause à effet. Donc, variabilité, variance, l'écart type n'étant qu'une mesure qui nous permet de relativiser la distribution, la variabilité par rapport à l'ordre de grandeur qu'est l'espérance. Et puis, vous le savez, je vais tirer un échantillon au hasard de cette population, un échantillon de taille n. Alors, on ne va pas appeler la moyenne qu'on va calculer sur les valeurs x1, x2, xi, xn qu'on a tirées au hasard. Eh bien, on ne va pas l'appeler mu, on va l'appeler mu chapeau. On la désigne aussi par x bar. Et on va dire qu'il s'agit d'une estimation de mu. Et là, vous voyez, j'ai mis en bleu tout ce qui se rapporte à l'échantillon. Et j'ai mis là, effectivement, des chapeaux pour les estimations. Qu'est-ce que ça veut dire une estimation? Ça veut dire que quand je vais calculer cette moyenne, je ne vais pas la calculer sur toutes les données de la population, mais sur ces valeurs-là. Vous savez que c'est 1 sur n, somme de tout ceci. Donc, mu chapeau, est-ce qu'il va être une bonne estimation de la moyenne? Ben oui, à deux conditions. La première condition, c'est que ça soit tiré au hasard. On dit alors que l'échantillon est représentatif de la population. Et la deuxième condition, c'est qu'il y en ait suffisamment, c'est que n soit suffisamment grand. En théorie, il faudrait que ce soit au moins supérieur à 30. Ça, c'est des règles de Pouce, hein, c'est des règles empiriques. Il n'y a aucune mathématique sous-jacente qui peut le démontrer. C'est de l'empirisme. C'est le théorème des limites, okay, le fameux théorème de la limite centrale. Pardon, le théorème central-limite. Voilà que je fais la bêtise, moi, de l'appeler le théorème de la limite centrale. Donc, un échantillon de taille n suffisant, tirage au hasard, représentativité. Ça serait bien le diable d'avoir au hasard quelque chose qui s'éloigne de trop de mu, puisqu'on l'a tiré au hasard. Il y a suffisamment de diversité là-dedans pour que ça soit la même ordre de grandeur que mu. Par exemple, 1,77 m chez les jeunes hommes de 16 à 30 ans, je trouvais ici 1,76 m, 1,75 m, 1,80 m de moyenne, mais pas 2 mètres, pas 1,50 m, vous comprenez? Et je vais trouver plus d'échantillons tirés au hasard de taille 30 ou de taille 50 qui vont être centrés sur 1,77 m ou pas très loin, que d'échantillons qui vont être à 2 mètres ou d'échantillons qui vont être à 1,50 m, soyons raisonnables. Donc ça, c'est formidable. La garantie de trouver une estimation ponctuelle, ça s'appelle une estimation ponctuelle non biaisée de la moyenne, c'est de faire un tirage au hasard dans un échantillon de taille suffisante. Ça vous va?
Je vais m'arrêter là pour la théorie. Je ne vais pas vous gaver plus parce que ça introduit les notions de, on va dire, les notions essentielles de notation et de rigueur entre population, échantillon, estimation, valeur exacte, lettres grecques, les lettres avec les chapeaux. Je vous rappelle également que vous avez ici une possibilité de l'appeler X-bar, hein, d'accord, petit X-bar, pas grand X-bar. On verra toute la différence avec grand X-bar. On n'en est pas encore là. Ce sera pour la 3e séance, d'accord? Alors, on se fait un petit jeu? Vous êtes prêts? Ça vous dit? Yes! Bon, on va peut-être déborder de quelques minutes, hein, histoire de s'amuser un peu. Mais avant de faire le petit jeu, ça vous a servi ce que je vous ai dit là sur les notations? Ça vous sert? Les couleurs, tout ça, la rigueur, les notations? Merci. Je le fais pour vous, hein, parce que moi, tout ça, je le connais. Et moi, j'en ai marre de me battre avec des profs qui n'utilisent pas ce qui est utilisé dans les meilleurs bouquins. C'est-à-dire qu'ils vous font encore des confusions entre grand X bar, petit X bar. Quelle horreur. Je vous le dis, hein, à la fin des cours, vous allez en savoir 10 fois plus que ce que vous allez apprendre dans n'importe quel autre cours de stats. Alors que moi, mon but, c'est de faire plus que des stats, c'est de faire de l'analyse de données. Hein. En plus, vous saurez utiliser des logiciels, ça va les mettre en colère. Bon, alors, 1, je vous présente un défi. 2, je vous fais un jeu. Alors, d'abord le jeu et ensuite le défi. Alors, le jeu va être distribué exceptionnellement dans le temps, c'est-à-dire que je vous donnerai 5 minutes pour y répondre. Normalement, c'est 3 minutes, hein, d'accord? Vous m'envoyez des emails, vous prenez des notes, d'accord? Vous m'envoyez des emails, si possible maintenant, d'accord? Au plus tard, d'ici 10 minutes, hein, c'est-à-dire après la fin du cours ou 10 minutes, un quart d'heure, quoi, parce que c'est la première fois. La prochaine fois, je mettrai le jeu beaucoup plus tôt, mais j'ai tellement de choses à vous raconter, je suis tellement passionné qu'effectivement, je déborde souvent sur l'horaire que j'avais prévu et je suis obligé de me rattraper. Allons-y pour le jeu. Le jeu est le suivant. Vous regardez bien. Hein. Alors, je vais déjà désinstaller le partage de contenu tel que je l'ai fait, parce que sinon vous allez avoir un écran noir. Arrêtez le partage et je vais repartager avec l'application que je vais ouvrir, qui va être ici. Donc là, je vais le mettre ici. D'accord, pof, prêt à jouer, partager l'application. Fenêtre d'application, tac, tac, partager, et c'est parti. Donc là, je fais ça, et hop, c'est parti. Donc vous êtes prêts à jouer? On y va, je masque. Donc faites bien attention. Vous organisez. Alors normalement, quand on est en classe, c'est par équipe de 3. Là, on va jouer exceptionnellement à 1, mais les prochains jeux, on le fera à 3, d'accord? Vous avez le droit de changer d'équipe à chaque jeu. Ça, c'est le principe. Vous regardez bien les diapositives et les petits films qui sont projetés. Vous répondez aux questions dans les cadres réservés. Je ne suis pas en classe, je ne peux pas vous donner des cadres, mais de toute façon, avec le Covid, je n'aurais pas pu. Hein, on ne peut pas manipuler le papier. Mais normalement, avant le Covid, il y avait des cadres réservés et on pouvait répondre dans le cadre. Alors en fait, vous répondez en, allez, 6 lignes maximum. Moi, c'est toujours synthétique. Hein. Vous avez le droit au style télégraphique. Vous pouvez parler et même faire un peu de bruit dans la limite du raisonnable, normalement en classe. C'est-à-dire que chez moi, on discute, on échange, on parle, on fait du blabla. Vous avez un temps limité hein, pour ces jeux. Le temps accordé dépend de la difficulté du jeu. Vous utilisez un pseudo normalement, mais là, vous m'envoyez un email, vous avez compris. Seulement si vous voulez répondre. Hein. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Hein. Ce n'est pas une obligation. Hein. Normalement, vous glissiez, vous souvenez la réponse dans l'enveloppe réservée. Vous revertez votre casquette de data scientist, ça veut dire que vous ne faites aucune a priori, vous ne vous figez pas avec des œillères, vous parlez même en français si vous voulez, vous évitez de faire trop de choses doctes et vous essayez d'être le plus observateur, le plus curieux, j'appelle ça le profiler des données, vous recherchez le responsable du crime, vous recherchez l'origine de tout ce qui va être affiché, vous essayez de regarder le moindre détail, c'est une enquête que vous menez, c'est vraiment du data scientisme, plus que des stats, vous préparez, et puis il y aura un jeu suivant, hein. Et vous pouvez remettre en jeu les points acquis en jouant à qui tout double, ça c'est nouveau, je l'avais proposé, c'est-à-dire que un petit peu comme à des jeux de hasard, on a eu 0,
prochaine fois, on essaie de… On a eu, pardon, 2. La prochaine fois, on essaie de gagner 4 points au lieu de 2 ou 6 points au lieu de 4. Vous voyez, on met du quito double avec un autre jeu. Bon, bref, c'est des petites variantes, histoire de prendre des risques si on est très joueur. Mais l'idée, c'est d'abord de répondre à ce jeu d'initiation en pensant qu'il y a des règles que je ne peux pas appliquer stricto sensu maintenant pour différentes raisons. Première, j'ai pas eu le temps de vous organiser en équipe de 3, mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez à des petites équipes de 3 à l'avenir que vous pourriez faire et puis vous contacter par téléphone ou par email pendant que c'est l'heure du jeu et vous me répondez avec un mail pour 3, d'accord, avec vos 3 noms. Ça pourrait être une bonne idée pour le prochain jeu. Pour l'instant, on en est au jeu numéro 1. Vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Regardez bien. Boum. On est dans le cadre de pêche pour faire des captures. Ce qu'on appelle pêche électrique en vue du recensement des poissons vivants dans une rivière. Attention, hein, les poissons capturés sont relâchés vivants. Hein, c'est du no-kill. Hein. Attention, moi je suis dans l'éthique. Hein. Ok. Vous voyez un petit peu les photos parlent d'elles-mêmes. Ok. Vous voyez ici des gens qui pêchent à l'électrique. Vous voyez ici des bacs qui réceptionnent les poissons. Vous voyez ici un filet qui rachète un poisson pour ensuite le peser, le mesurer. Ici, il y a un monsieur qui va effectuer une tare pour mesurer des œufs, j'imagine, hein, parce que là, il récupère des choses. Là, vous voyez les équipiers. Bref, les poissons sont systématiquement comptés, mesurés et pesés. Un échantillon de peau est prélevé dans un tube à essai. On fait une étude génétique des mutations. Une prise de sang est effectuée sur certains individus. Et on est en technique no-kill. Vous savez ce que ça veut dire. Dans ce contexte, faites le plein de variables, mettez-en 3 au moins, donnez-leur un nom, proposez pour chacune d'entre elles la loi de probabilité qu'elles seraient susceptibles de suivre et le type de représentation graphique le plus adapté. Je ne vous demande pas de faire un graphe, hein. Le type. Vous avez vu avec moi quelques types, d'accord? Donc je répète, vous avez un contexte, vous regardez bien, vous avez 3 minutes une fois que je vais lancer le chronomètre, et dans ce contexte, vous faites le plein de variables, vous en donnez 3. En gros, ce que j'attends, c'est 3 de types différents, d'accord? Et puis, vous leur donnez un nom, peu importe le nom que vous leur donnez, on s'en fiche. Et vous proposez pour chacune d'entre elles une loi de probabilité qu'elle serait susceptible de suivre, d'accord? Pas qu'elle va suivre. Et le type de représentation graphique le plus adapté. J'espère que c'est clair. C'est le jeu numéro 1. Allez-y, vous avez 3 minutes pour m'envoyer un email. Je réponds à la question qui m'est posée. Là, excusez-moi, je défais l'écran 5 secondes. Il y a une question qui m'est posée. Oui, vous envoyez par email, hein, d'accord? pascal.rigolet@u-psud.fr. Rigolet, ça s'écrit R-I-G-O-L-E-T. Essayez de faire vite et bien. N'essayez pas de faire parfait. Je ne vous demande pas d'intégrer tout. Je vous demande d'intégrer 3 variables. Un data scientist doit être un profiler. Il doit rechercher les choses et avoir une vue globale. Rappelez-vous vos séries là, de feuilletons où il y a des profilers ou des commissaires qui résolvent des enquêtes et qui sont très fins. D'ailleurs, c'est souvent des personnalités qui ont un passé, tout, etc. C'est assez amusant. Et donc, mettez-vous dans ce profil, par exemple, de police scientifique, par exemple, pour essayer de faire l'enquête. C'est le premier jeu, donc je vous aiguille. Bien sûr, je vous donnerai un peu plus que 3 minutes, vous inquiétez pas. Bon, je suis conscient qu'on va sortir un peu plus tard du cours, mais on s'amuse bien, donc on en profite. La prochaine fois, je ferai plus court. Je diminuerai le cours d'autant de minutes que je vous ai grignoté.
Bon, là, vous n'avez pas besoin de pseudo, hein, ne vous inquiétez pas. Et la prochaine fois, vous jouerez à 3. J'ai conscience que c'est un jeu difficile. D'accord? Alors, vous savez quoi? Je vais vous faire une grande surprise. Vous avez 1 heure pour me répondre. D'accord? Vous avez bien intégré le truc. Là, vous me répondrez par email parce qu'on va devoir quitter le cours, hein, et je vais vous présenter le défi. Il est très court, le défi. Vous avez 1 heure pour me répondre en email. OK, ça marche? Tout le monde est d'accord? Vous allez retrouver ce jeu sur le site. Tout de suite, je vais le mettre, ok? Parce que là, il faut quand même être raisonnable, c'est compliqué, c'est une prise en main du jeu. Je suis conscient que je ne vais pas vous accorder que 3 minutes. Hein. Je vais vous accorder 1 heure pour répondre. Donc, s'il est 17h07, à 18h07, j'arrête les emails, ok? Alors, je reprends le cours de mon... donc, d'accord, je le mets là. Vous avez 1 heure pour répondre au jeu. Moi, pendant cette heure-là, tout de suite, je vais mettre sur le lien séance 2 là, de l'espace L2S4 le fameux jeu, d'accord? Je vais le mettre ici, ok? Vous allez avoir une mise à jour de votre séance 2. Hein, je vais enlever celui-ci, on ne l'a pas utilisé, le diaporama, et je vais mettre ici le diaporama du jeu. Je vais mettre aussi le défi 1. Vous êtes prêts pour le défi 1? Pareil pour le défi. Vous allez avoir 1 semaine pour me répondre. D'ailleurs, jusqu'à mardi prochain. En gros, pas tout à fait 1 semaine, mais vous allez avoir 5 jours pour me répondre, y compris le week-end et tout, etc. Le défi est le suivant. Vous êtes prêts? Alors, où c'est que je l'ai mis? Il faut que je l'ouvre, mon défi. Donc déjà, je vais arrêter le partage d'écran comme je l'ai fait. Je vais essayer d'être malin, d'être efficace. C'est le grand âge, vous savez, on n'est pas aussi... Voilà. Donc là, je vais arrêter le partage. Voilà. Du coup, je vais pouvoir partager autre chose. Et je vais retrouver mon défi. Alors, mon défi, je l'ai mis là. Laissez-moi le retrouver, hein, parce que... Ah, c'est pas là que je l'ai mis. Bon, bah, je vais vous le faire en fichier Word, à moins que je l'ai mis là intelligemment. Non, je ne l'ai pas mis là, je ne l'ai pas mis là, je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis là. Je recherche mon défi, hein. Vous inquiétez pas, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, est-ce que vous avez tous compris les règles du jeu avant que je passe au défi? Très bien. Est-ce que vous êtes prêts à affronter un défi? Ce défi, c'est moi qui vais le corriger. Mais après, on va parler des corrections étudiants, d'accord? Attention, avec ce défi, vous allez finir moins bête, entre guillemets. Mais vous allez comprendre des choses. Avec ce défi, vous avez 5 jours pour m'envoyer la réponse par email, d'accord? 5 jours, jusqu'à mardi, exactement 13h59, juste avant le cours, d'accord? Vous avez bien compris? Parce que je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Vous allez retrouver ce défi dans l'onglet Défis, que je vous fais voir tout de suite. Alors, pour ça, je vais partager l'écran plutôt que partager un contenu. Donc, vous allez voir apparaître d'autres choses. Bien. J'espère que le partage de l'écran est fait. Bien, il est fait. Maintenant que j'ai partagé l'écran, je vais vous faire voir où va se retrouver le défi. Il va se retrouver dans l'onglet Défi du L2. Je clique dessus et là, j'ai tout le blabla associé à l'explication du défi, hein, la mise à jour et tout, comment je considère la règle des
correction faite par des étudiants volontaires, hein, vous le lirez, mais on en reparlera. Vous aurez un fichier des notes des défis que vous pourrez télécharger pour remplir les notes des défis, les correcteurs. Et puis, je vais vous mettre les défis ici, dès ce soir. Mais ne considérez pas tout l'ensemble. Vous aurez des défis qui seront à résoudre en un jour, d'autres en 36 à 48 heures et d'autres défis du week-end prolongés qui pourront aller jusqu'à presque une semaine, comme je vous l'ai dit. Le défi que je vais vous donner va avoir beaucoup de points. J'y réfléchis encore, mais il est très complet. Je demande que ce défi soit résolu en une page. Pour ce défi, écoutez-moi bien, je vous demande de vous y mettre à plusieurs. Mettez-vous-y à 2, voire même à 3. Vous avez compris? 2 ou 3, ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Si vous voulez le faire tout seul, vous le faites tout seul. D'accord? Donc je répète, ce défi, c'est moi qui vais le corriger. Vous m'envoyez à mon adresse email votre réponse qui doit tenir sur un fichier Word, par exemple. Hein. Ça peut être un Word qui contient une photo d'une feuille griffonnée et qui va avoir l'image dans ce fichier Word. Ça peut être des choses très simples, vous n'êtes pas obligé de me l'éditer. D'accord? Vous pouvez le faire à la main, le photographier et m'envoyer. Bien, ce que je veux dire par là, vous vous mettez à 2, voire à 3, et si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez le faire, et vous avez 5 jours pour y répondre. Regardons ce défi. Vous êtes prêts? Très bien, alors on y va. Mon ordi est encore planté, pauvre Stélina. Stélina, tu es avec moi? Bon, tu as compris pour les défis? À peu près. Et Julie, tu as compris aussi pour les défis? Bon, très bien. Alors on y va, parce que là, je vous montre le défi qui va figurer dans votre onglet défi. Mais pour l'instant, je vous le montre. Il n'est pas encore sur le site web, mais je vais m'y attacher tout de suite, juste après le cours. Le défi est le suivant. C'est parti, mon kiki. Vous le voyez bien? Défi numéro 1, c'est dans le but cap ou pas cap. Est-ce que vous le seriez cap de répondre à cette question? Comment a été calculée l'efficacité du vaccin contre la Covid-19 de Pfizer BioNTech à l'issue de l'étude clinique de phase 3? Alors, vous savez que les phases, on l'écrit avec des chiffres romains, phase 1, phase 2, phase 3. Vous reverrez dans votre cours de bio ce qu'on appelle phase 1, phase 2, phase 3. Ayant inclus 43 355 participants. Vous réalisez un petit schéma du protocole, un schéma statistique, pas un schéma biologique, un schéma statistique, c'est-à-dire de quelle population vous êtes parti, comment vous avez fait la vaccination, et définissez dans ce contexte, si possible, la variable sous-jacente ou les variables si vous en voyez plusieurs. Donc, deux choses. Le calcul de l'efficacité, vous devez retrouver 95%, vous vous souvenez, ou à peu près 95%. Je crois que mes calculs ont trouvé 94,7%. D'accord? Vous réalisez un schéma du protocole, vous définissez dans le contexte la variable sous-jacente ou les variables sous-jacentes, et votre réponse doit tenir en une page grand maximum, schéma inclus, et j'accepte des écritures pattes de mouche, c'est-à-dire mal écrit, vite fait, sur un papier, dès l'instant que tout soit exact, ça me suffit. OK? Donc, vous enverrez vos réponses normalement au correcteur, mais il n'y en a pas pour l'instant, c'est moi tout seul, c'est moi qui corrigerai ce premier défi, et on fera une correction ensemble de ce défi. D'accord? Les correcteurs, normalement, dans les défis qui sont déclarés, m'enverront un mail de confirmation. Il n'y en a pas là. D'accord? Donc, on en parlera la prochaine fois. Et je rappelle que les correcteurs, dans ce cas-là, ne sont pas tenus de relever les défis. Donc, vous voyez, c'est très simple, mes défis. C'est une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, maximum. Donc, je répète, comment a été calculée l'efficacité du vaccin contre la Covid-19, celui proposé par Pfizer-BioNTech, mais ça aurait pu très bien être un autre vaccin, parce que c'est une procédure générale. Et vous savez qu'il y avait 43 355 participants. Vous me réalisez un petit schéma de protocole, vous définissez dans ce contexte la variable sous-jacente. Évidemment, je ne vous demande pas de faire ça par cœur. Vous avez tout ce que vous avez à votre disposition. Ça s'appelle Internet, il me semble. Et votre réponse doit tenir en une page. Ce que je cherche, c'est de la synthèse, de la rigueur, qui sont
delayés, qui sont dilués dans la masse d'informations que vous avez. Donc déjà, vous avez le défi qui est enregistré avec la vidéo et vous savez que ce défi va réapparaître dans votre onglet défi du L2. Ne vous inquiétez pas, dans la demi-heure qui suit. OK? Ça va être vite fait. Je vous remercie de votre participation dans la joie et la bonne humeur. Je crois qu'on a fait pas mal de roulés. Ça vous a plu aujourd'hui? Juste pour savoir. Bon, ben, vous ne regrettez pas de me suivre et vous allez voir, ça va être de plus en plus axé sur le jeu, de plus en plus axé sur les défis, sur les quiz, et on va faire des choses de plus en plus précises et de plus en plus statistiques, et on va utiliser un logiciel. Alors, vous avez vu, avant de nous quitter, que dans l'onglet général qui s'appelle Espace L2 S4, d'accord, je vous ai mis, enfin je vous mettrai tout à l'heure, hein, quelque chose d'important, c'est alors attendez, je vais le mettre. Dans quoi je l'ai mis déjà? Je l'ai mis, c'est ce que vous allez avoir tout à l'heure, ça, d'accord? Vous allez avoir la statistique descriptive, qu'est-ce que c'est? La fiche de synthèse sur la statistique descriptive. Je ne vais peut-être pas vous l'imposer, ça, mais vous savez que ça existe. Donc, dans cette séance ou la prochaine, essayez de le voir. Ça, on l'a fait. On a commencé. Donc, je vais vous mettre le diaporama de dénotation. Vous vous souvenez, échantillon, population, les pi, les mu, les sigma, les codes couleurs. Là, je vous ai mis la puce à l'oreille, les différents types de vaccins envisageables et en cours de test. C'est une petite vidéo de 3 minutes. Bah oui, j'ai fait une enquête pour voir quelles étaient les vidéos les plus pédagogiques et je vous en ai fait une sélection. Vous allez aimer, je crois. Là, ça va disparaître, on ne l'a pas fait. Ça va apparaître, ça disparaît. Et là, vous avez tout ce qui concerne le logiciel R. Ce que je vous demande, c'est de voir d'ici la deuxième, voire la troisième séance, la prise en main du logiciel R. Vous allez voir, c'est tout élémentaire. C'est ma vidéo de 10 minutes. Vous avez un petit fichier qui reprend les éléments essentiels de cette vidéo. Et là, essayez de faire ce tutoriel pour installer l'interface R Commander. Essayez. Pour tous ceux qui l'auront placé, ouf, c'est fait. Pour les autres, je réparerai les bobos. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit qu'on allait s'en servir tout de suite, mais plus tôt on aura cette interface, mieux ça sera. Et ceux qui ont des Mac vont ramer. Ceux qui n'ont pas de Mac vont le faire comme une lettre à la poste. Parmi ceux qui ont des Macs, ça va, pour la moitié d'entre eux, ça va se passer correctement. Pour l'autre moitié, vous regarderez sur Internet qu'est-ce qui vous manque ou vous émulerez une interface Windows avec votre Mac. Mais j'espère que ça va bien se passer. Normalement, R Commander a fait des progrès. Donc nous, on va utiliser un logiciel clic-souris qui va utiliser tout le noyau R. Génial, non? Donc je répète, de tout ça, je vais en enlever parce qu'on ne l'a pas fait. Hein. Je vais mettre à jour cet onglet pour la séance 2 et vous allez retrouver ici le défi 1. Mais vous allez le retrouver aussi dans l'onglet qui s'appelle des défis du L2. Écoutez, je pense que je vous ai assez pris de temps comme ça. Je vous remercie beaucoup, on a dépassé un peu le temps. C'est toujours comme ça avec le distanciel, on a du mal à faire passer la même chose qu'en présentiel. Je vous promets que les 20 minutes que j'ai consommées vous seront rendues dans les autres cours, sauf si vous êtes débile et que vous adorez dépasser le temps. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt et merci de votre participation. À bientôt. Au revoir. Bien, alors je vais mettre à jour tout ceci. Je vais arrêter le partage. Je vais arrêter la vidéo.